Je pense que nous n'avons rien de plus personnel que notre voix. Ah ouais ? La voix est probablement ce qui exprime le plus notre âme. L'hebdo. L'hebdo des ateliers Juno, s'il vous plaît. Juno. Il se fait la voix, c'est un début. La glotte se ferme et tout d'un coup s'ouvre et la consonne explose. L'hebdo. Effectivement, il y a une physique du langage, et surtout quand tu parles. Juno. Tout de suite, l'hebdo des ateliers Juno. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je me sens défié. Je me sens regardé et écouté par tout un monde que j'ai quitté. Ce monde, c'est celui de la 3D, de l'animation et des effets spéciaux. Celui d'un Julien, créateur de personnages en 3D, puis coloriste chez Illumination MacGuff. 15 ans d'une aventure graphique laissée pour embrasser celle de la voix et de la création radiophonique. Je vous avoue que je fais pas le malin devant Sandrine. Pas que l'échange s'annonce tendu, bien au contraire, mais plutôt qu'à travers elle, je vois se poser sur moi le regard de toutes les personnes que j'ai quittées dans ce métier. Et le défi d'aujourd'hui est là. Oser leur parler depuis cette nouvelle place qui est la mienne. Oser assumer pleinement tous les efforts accomplis pour lever blocages, freins et croyances limitantes. Tout ce qui m'empêchait d'être pleinement moi-même. Et je sais que derrière les ordinateurs du monde de l'animation 3D, il s'en cache beaucoup des comme moi. Des personnes qui n'osent pas, mais qui en ont une envie folle. Alors pour ce défi, je te dis merci Sandrine. Chères auditrices et auditeurs, Sandrine Calam est la créatrice du podcast Gizmo, podcast qui donne enfin la parole à toutes celles et ceux planqués derrière leurs ordinateurs, qui peuvent enfin à présent être écoutés. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Juno. Radio Juno. Salut Sandrine. Salut Julien. Comment vas-tu ? Bah écoute, très très bien. On en a un petit peu parlé en off, mais un peu impatiente, excitée, et en même temps, ça fait très bizarre d'être de l'autre côté du micro en tant qu'invitée. J'ai pas l'habitude. Je préfère poser les questions pour être très honnête. Tu me disais que c'était la première fois, c'est ton baptême d'interviewer. C'est mon baptême du feu d'interviewer. C'est le baptême d'interviewant, je sais pas comment on dit. Ça y est, il est fait depuis un petit moment, mais de l'autre côté d'interviewer, oui, c'est le tout premier. Et on va en parler de ce baptême, on va en parler de ton podcast, on va en parler de ta voix, de ton univers. Mais avant toute chose, je voulais savoir, là, tu arrives comment dans cette émission-là ? Quelles sont les émotions que tu ressens de faire un direct ? Toi qui fais plutôt du podcast enregistré, donc en différé. Écoute, ça va. Je suis assez détendue sur ce que ça peut être en réalité en fait en direct. Sur mon format, certes c'est enregistré, mais en réalité, comme je le dis, c'est diffusé à 99%. J'enlève juste en fait moi mes rires quand ils sont un peu trop présents, ou à la rigueur si on bloque sur des mots, tu vois, quand les gens cherchent. Mais en réalité, on n'est pas très loin de ce direct-là, tellement le format et en réalité les épisodes sont bruts, tu vois. Donc en réalité, là, je me dis le direct, ça change en réalité pas grand-chose. À la rigueur, c'est ça. Si je bloque, tout le monde l'entendra et puis c'est tout, tu vois. Mais c'est pas dramatique. et exactement, il va rien se passer de grave. Et d'ailleurs, pourquoi pas en direct alors ce podcast prochainement ? Bah écoute, c'est une question que je me pose. En tout cas, ça reste en suspens. Peut-être le seul point de blocage aujourd'hui pour lequel j'ai pas la réponse ou j'ai pas levé, c'est comparé à toi, tu vois, j'arrive pas à avoir un rendez-vous où tous les mercredis ou tous les vendredis ou tous les samedis j'enregistre, et ça risque en fait d'avoir des horaires et des plages horaires totalement improbables, surtout quand tu dois enregistrer avec des gens qui sont à Montréal ou Vancouver. Il y en a un, j'ai enregistré, il était 1h du matin, tu vois. Oui. Après, ça peut être un rendez-vous mais ponctuel, quoi, comme on en parlera, tes apéros, Gizmo et tout, enfin ça prend de l'ampleur, c'est génial. Et je sais pas si tu as suivi le Paris Podcast Festival, justement, il y en a plein qui font grandir cette communauté par des événements, mais tu as l'air tout à fait au courant de ça. On va développer de tout ça. Et c'est trop bien de recevoir dans l'hebdo pour la première fois une personne qui crée du podcast, parce que l'idée des ateliers, c'est vraiment former à la radio, former au podcast. Et puis l'hebdo, c'est parler avec toutes les personnes de cet écosystème sonore, de la création sonore en général, mais surtout podcast et radio, qui est une écriture particulière, et avec aussi des différences entre la radio et le podcast. Et aujourd'hui, donc, on a une créatrice de podcast. Comment tu te définirais, Sandrine ? Aujourd'hui, j'ai du mal à me définir comme podcasteuse. Je me vois plutôt comme
aujourd'hui une généraliste, tu vois, 3D, qui balade son micro et qui va essayer de récolter des témoignages, comme j'aime à dire, pour créer cette mosaïque en fait de portraits de ce monde en fait qui aujourd'hui est très numérique et lui donner un peu une autre empreinte. Et en l'occurrence, tu vois, une empreinte sonore. Pour que toutes ces passions, ces connaissances, à la fois techniques, mais aussi, tu vois, sentimentales, grâce en fait aux différents projets qu'ils ont pu aborder chacun dans leur parcours et dans leur carrière, à un moment soit transmis, tu vois, et que ça reste pas des conversations un peu privées, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance de rencontrer ces gens-là, surtout quand ils sont totalement à travers le monde. Donc je me vois plus, tu vois, comme cette petite souris qui s'invite dans tous ces studios et qui frappe à des portes et qui demande. Et au fait, ça te dirait de partager ce que tu sais, qui tu es, ton parcours, ce qui te plaît toujours en fait autant. Et en général, on me répond plutôt oui. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais du coup, oui, j'assume pas encore avec mes épaules le statut de podcasteuse. Très bien, et pas besoin forcément de l'assumer, mais en tout cas, c'est déjà très chouette de faire ce que tu fais, et puis on développera un peu plus le podcast. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'histoire avec ta voix, là, pour la première partie de cette émission. Elle a débuté comment, la relation que tu as avec ta voix, Sandrine? C'est une très bonne question. Et sauf que cette question-là, je la suis un peu posée grâce à toi, en fait, en découvrant les posts sur LinkedIn, parce que je m'étais jamais posé la question sur qu'est-ce que véhiculait ma voix ou comment peut-être la maîtriser ou l'appréhender, alors que j'avais déjà sorti les premiers épisodes, tu vois, du podcast. Je crois que le rapport a été un petit peu difficile quand même sur les premiers épisodes, quand il a fallu s'entendre au montage. Et c'est vraiment là où je l'ai découverte, où je me suis dit, attends, c'est horrible de s'entendre. Et en fait, non, clairement, tu t'y fais. Mais c'est juste tout d'un coup bizarre, comme si tu découvrais pour la première fois ton reflet dans le miroir, tu sais. C'est une énorme découverte et pour la première fois, tu t'entends. Donc, je pense que la première fois que je me suis entendue, c'était pour l'épisode numéro 1. Et maintenant, du coup, je m'entends toutes les semaines. Et maintenant, c'est OK, c'est passé. Mais c'est exactement ça. Et puis, j'en parle en atelier haute. Imaginez, vous n'êtes jamais vu dans un miroir. Et puis, pour la première fois de votre vie, vous avez 30, vous avez 20, vous avez 40. Je vous montre votre visage, votre corps. Vous en avez un peu une impression parce que vous le regardez quand même depuis en haut, depuis vos yeux. Et puis d'un coup, waouh, ça c'est moi. Au début, ça peut être hyper surprenant, hyper bizarre. C'est dur à imaginer en fait. Et la voix, c'est vrai que maintenant, peut-être qu'on a plus l'habitude de se faire des vocaux, d'échanger, de l'entendre. Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que je l'utilise maintenant énormément. Peut-être, oui, du coup, c'est déformé comme prisme. Mais c'est dingue. Comme après, on s'habitue. Et maintenant, tu peux dire que tu l'aimes, ta voix? En tout cas, je la maîtrise mieux, oui, je pense que je l'aime bien, ma voix. En tout cas, je lui trouve pas de défaut, je la trouve pas non plus, tu vois, canon. J'ai plus la personne que tu as interviewée sur l'épisode précédent, mais qui avait une voix mais tellement grave où, pour le coup, c'est avoir une voix pareille, c'est extraordinaire, tu vois. Il triche, il fumait beaucoup, mais... Donc non, je pense avoir une voix un peu plus standard et un peu plus normée, si on peut dire ça comme ça. Mais du coup, elle me va très bien. Et au contraire, elle part pas trop non plus dans les aigus, à part quand je rigole ou quand je pars dans les tours. Et là, ça peut monter très haut. Mais du coup, voilà, elle casse pas trop les oreilles. Et par contre, il y a des voix qui peuvent vraiment me casser les oreilles. Et je suis contente de pas avoir ce type de voix qui peut faire un peu la différence, ou en tout cas une discrimination, tu vois, dans la vraie vie. Ça peut être un critère de choix, toi, pour tes podcasts, le son de la voix de la personne, ou en fait, tu la découvres au moment d'enregistrer l'épisode? Je la découvre au moment d'enregistrer l'épisode. Et pour l'anecdote, c'est Gaëlle qui a une voix, mais pareil, très grave. Mais j'étais totalement déstabilisée. La fois où je l'ai interviewée, je me suis dit, mais... C'est quoi cette voix? Du coup, je sais pas, t'as envie de peut-être faire autre chose avec cette voix que lui dire, bon, on va parler 3D. Tu veux pas nous chanter un truc? Ou je vais te donner une histoire, tu vas la raconter, ce sera vachement mieux. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que les voix ont un pouvoir sur toi de t'apaiser? Donc, tu as dit qu'ils peuvent aussi t'agacer, mais est-ce que tu as des voix là en tête qui t'ont bercé de ton plus jeune âge ou plus récemment? Ou ça t'a pas pu se marquer, ou peut-être que du coup ça t'ouvre une porte de te poser cette question? Pour être très honnête, j'ai pas une très bonne oreille. Du coup, je pense que mon spectre, tu vois, de détection et des nuances sur les voix est beaucoup moins sensible que d'autres qui l'ont un peu travaillé. Par contre, j'arrive à identifier des voix et des voix qui me sont familières. C'est comme une Madeleine de Proust, tu vois, de pouvoir les réentendre. Après, j'en ai pas, tu vois, qui me berce ou
mais il y a quand même des marqueurs où je reste contente d'écouter certaines voix, surtout quand c'est des gens qui animent des podcasts. Ça reste, tu vois, c'est des dénominateurs communs, un socle, et du coup, malgré les épisodes, tu retrouves en fait cette voix qui est familière, et c'est pas un visage qui est familier pour le coup là, c'est une voix qui est familière et qui te berce pendant des heures, surtout quand tu les suis. C'est là où c'est plutôt agréable, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus qui m'apaisent que d'autres. Je suis plus dans l'agacement, tu vois, où là, pour le coup, passer une certaine tolérance, ouais, des voix peuvent un peu me faire briller. Et t'as un premier souvenir sonore de voix, un souvenir qui remonte au plus loin? Oh là là. Une voix qui t'aurait marqué ou agacé ou plus? Je pense que c'est une voix de dessin animé. Les sorcières dans les dessins animés. Même derrière le canapé, tu vois, parce que je me cachais derrière le canapé parce que j'avais peur. Là, c'était vraiment la voix qui me disait quand est-ce qu'elle était partie ou pareil, qui me terrifiait. Donc, je pense que c'est la voix de la sorcière dans Blanche-Neige quand elle tend la pomme. Je la trouve tellement flippante, et même encore aujourd'hui, je pense. Si je la revoyais, je serais pas bien. C'est clair, c'est clair. Pour te présenter, je t'ai demandé de choisir un petit son et on va l'écouter, puis on en parle juste après. Tu peux me dire ce qu'on entend, Sandrine, selon toi? C'est là où on n'est pas d'accord, mais tu me dis qu'il y a la vidéo à l'appui. Normalement, c'était un bruit de roue de roller qui glisse sur le bitume. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, c'est bien un bruit de roller. Alors, la vidéo le prouve, et peut-être que c'est un peu particulier parce qu'on entendait, il passe sur des petits pavés, il descend un parking au départ. En tout cas, il y a vraiment la vidéo, la personne s'est filmée avec une perche. Et mince, et pourquoi justement, toi, qu'est-ce qui te dit à l'oreille que c'est pas ça? En fait, pour moi, c'est dans l'accroche et le moment où il lance le mouvement. Et tu sais, un mouvement de skate, tu donnes une accroche au début et ensuite ta planche, elle part et comme c'est à coup. Et ensuite, les roues vont de moins en moins vite et il va falloir que tu relances. Et ce bruit, il est assez long au skate. Et en fait, en roller, t'as plutôt tendance, surtout si là, c'est du street et qu'ils avaient tendance à aller un peu partout, tu relances un peu plus rapidement. Et donc, ça se rapproche un peu plus de pas, tu vois. Alors là, c'était un peu comme une valise, tu vois, une valise que tu traînes et que tu peux relancer. Pour ça, j'étais un peu sceptique. Pour moi, c'était pas tout à fait des rollers. Donc, t'as déjà une oreille, quand même, tu disais, pas très développée, mais en fait, si. Déjà, t'es attentive et précisément, ah non, ça, c'est pas un son de skate, de roller, c'est un son de skate, même si c'était du roller. Et d'où vient cette connaissance de ce type de son? Je pense que en faire tellement, l'oreille elle se tend et tu vois dans la rue, mais tout de suite je me retourne dès que j'entends un bruit de roulette. Je veux vérifier si j'ai bien raison, si c'est un skate ou si c'est un roller, si c'est une trottinette. Bon, déjà c'est moins drôle une trottinette. Je sais pas qui fait de la trottinette ici. Des quads aussi, ils ont un bruit un peu plus particulier, mais c'est de nouveau en fait lié à ton emprise au sol. Et vu que tu vas pas pousser de la même manière, le bruit va aussi changer. Sachant que en quad, t'as plus de contact, donc ta poussée elle est pas pareille. Et surtout tes roues ont tendance à moins rouler. Tu pousses vachement plus sur les côtés et pareil, si vous voulez aller vite, ne faites pas de quad. C'est juste stylé et vous pouvez danser avec, mais passer au inline. C'est génial, du coup, comment tu peux parler très précisément d'un type de son par ta pratique sportive régulière de cet outil, de cet instrument qui, là, est à tes pieds. Ça, t'en fais depuis longtemps du roller? Depuis que je suis à Paris, ça reste assez pratique, je trouve, pour se déplacer à Paris. Il y a beaucoup de bitume, donc ça a des défauts, mais ça a aussi des avantages quand tu veux te déplacer en roulette. Et puis surtout, ça permet de déviser le métro. Parce que, je sais pas qui est encore fan du métro, mais pareil. Il y en a. Le grand air, c'est plutôt agréable. Du coup, les rollers, dans Paris, c'est un peu l'exploration urbaine et il y a toujours plein de trucs à découvrir et tellement de recoins un peu inexplorés. Enfin, ce sera impossible de connaître la ville en entier et pour ça, c'est assez sympa, je trouve, de vraiment rentrer en son cœur avec un mode de déplacement urbain où vraiment tu peux te faufiler partout, quoi. J'avoue, alors je suis pas du tout pratiquant de roller. J'ai fait un petit peu de skate dans ma jeunesse, mais j'avoue que je connais pas ces sensations. Puis on parlera du podcast que tu as recommandé. Et effectivement, je vois tout à fait le lien et
le mec, on a gardé pendant 6 mois à ses pieds. C'est assez génial, il en parle dans le podcast. Ty Crisp, pour vous révéler un peu de qui on va parler ensuite. Mais ça, c'est la dernière partie de l'émission. Et en parlant de son, quel est ton premier souvenir sonore qui t'a marqué ? De podcast ou de manière beaucoup plus générale ? Ah non, comme là, le son très précis du roller, mais un son qui, toi, t'a marqué. Ou le plus lointain son que tu peux te rappeler. Peut-être la craie sur le tableau, tu vois. C'est quoi cette tête, tu veux commenter ? J'allais dire pas agréable du coup, mais ça dépend. Non, mais c'est là où je te dis, tu vois, je pense que ma mémoire sonore est beaucoup plus, tu vois, sur le désagréable, parce que c'est à ce moment-là où je deviens attentive de quelque chose qui me dérange et qui rentre, moi, dans ma perception. Et si tu vois, c'est juste confortable, ou en tout cas que ça me dérange pas, ça reste un espèce de ronron, tu vois. Et je vais avoir beaucoup de mal à y prêter attention, et dès que c'est là où c'est dérangeant et que moi, ça m'a fait tiquer. J'arrive peut-être un peu plus à le mémoriser, ou en tout cas, ça s'imprègne comme ça. C'est génial parce que tu mets le doigt sur quelque chose de très précis. En fait, c'est le son vient nous marquer parce qu'il nous annonce un danger ou quelque chose de pas agréable, quelque chose qui nous met en alerte. Et quand il est naturel, qu'il est agréable, on met pas la lumière dessus. On n'ouvre pas sa conscience, ses oreilles à ce qui nous entoure, qui est agréable à écouter. Ou alors, tu aurais pu me dire peut-être un bruit de mer, ou marcher dans la forêt, du vent dans les feuilles, ou des choses comme ça, peut-être qui des fois peuvent te marquer. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce qu'effectivement, et j'aime bien échanger avec des personnes, ou leur faire découvrir que tous les sons, déjà, effectivement, il faut apprendre à ouvrir ses oreilles. Mais je sais pas, est-ce que tu fais des fois, tu t'arrêtes au métro, tu fermes les yeux, ou quand tu te balades, tu fermes les yeux dans Paris, t'écoutes juste ce qui t'environne, ou pas du tout ? Très peu. J'ai tendance toujours à essayer de garder les yeux très ouverts. On fait malgré tout, tu vois, un métier d'image. Donc, depuis des années, on nous a éduqués à essayer de tout observer, tout capter. Et c'est là où je pense que les oreilles sont un peu mis en deuxième ou voire troisième plan, parce que tellement tu essayes de tout capter et t'as l'impression de tout capter par les yeux. Les autres sens sont clairement sous-exploités. Et je pense entre autres aussi à l'olfactif, où en réalité il y a plein d'odeurs, même urbaines. T'as pas besoin d'aller en forêt ou à la mer pour pouvoir sentir normalement des nuances et des odeurs. Et pour autant, tu poserais la même question sur une odeur, tu vois, de la première odeur dont tu te souviens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient aussi un peu déstabilisés parce que on a, je trouve, en tout cas pour ma part, beaucoup plus de souvenirs visuels que auditifs. Tout à fait, et puis c'est comme ça aussi, c'est vraiment notre première source de connexion au monde, les yeux, donc quand on les a, effectivement, c'est les premières choses qui nous sautent aux yeux, c'est le cas de le dire, mais de mettre ensuite la lumière sur notre environnement sonore, c'est hyper puissant, et c'est vrai que dès que tu fermes les yeux, tout de suite, t'es dans un espace, mais tellement immense, ton imaginaire se connecte directement, et c'est vraiment une super expérience à faire. Tu as écouté beaucoup de musique, beaucoup de radio, beaucoup de podcasts quand tu étais plus jeune ou jamais ? Comment a été ton histoire avec la création sonore et radiophonique ? J'essaie de me souvenir avec la radio, mais tu vois, comparé à d'autres familles, nous, on n'avait pas trop la radio qui était allumée. La radio, c'était peut-être dans la voiture, tu vois, pour faire passer le temps ou pour avoir les infos. Et la musique, ça peut être la musique le dimanche matin, tu vois. Je le vois pareil, un peu comme une Madeleine de Proust. La musique, ça annonçait les croissants et les pains au chocolat. Après, t'aimes ou pas le répertoire de tes parents. En l'occurrence, c'était beaucoup du Céline Dion ou du Axel Red, tu vois, qui chantait dans la maison le dimanche matin. Mais c'était un marqueur de t'allais passer un bon dimanche, ou en tout cas c'était détendu et on n'avait plus qu'à descendre pour prendre le petit déjeuner ensemble, tu vois. Et aujourd'hui, tu l'écoutes comment, la radio, le podcast ? Et aujourd'hui, je pense que la radio, j'ai totalement arrêté de l'écouter. Parce que j'ai jamais pris l'habitude et du coup je l'ai pas créé. Par contre, j'ai vachement découvert plein de podcasts et beaucoup d'émissions que j'aime beaucoup suivre, mais ça a été compliqué de trouver, tu vois, des formats et des émissions qui me plaisaient sur le podcast. On peut dire quand même que depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'émissions afro-camphones qui existent, mais tu vois, quand il y a, 8-9 ans, j'ai essayé de regarder des podcasts qui me plaisaient, essayer d'en trouver. En réalité, j'ai cherché, j'en ai écouté, et j'ai détesté, ou en tout cas, ça me correspondait pas. Et en fait, je me disais, je vais pas me forcer à écouter des émissions alors que je comprends pas l'intérêt. Ça m'apporte pas grand-chose, je n'apprends rien, c'est mal fait.
C'est-à-dire c'est moins bien fait que la radio. Déjà que j'écoute pas la radio, c'est pas pour écouter, tu vois, un truc qui est encore plus bancal, quoi. Et je trouve que depuis des années, il y a beaucoup plus de formats, quand même pas mal inspirés des Américains qui sont un peu en avance là-dessus, tu vois, qui se sont développés en France. Du coup, des formats francophones, il y en a plein. Et j'ai un peu plus trouvé chaussure à mon pied, c'est-à-dire des formats interviews que j'adore, où pendant 1 heure, voire 3 heures, t'as l'impression d'être à la table, en fait, avec ces 2-3 personnes qui parlent ensemble. Et tu fais vraiment partie de leur conversation. Alors certes, tu peux pas répondre et t'es un peu l'invité muet de cette conversation, mais t'es vraiment, en fait, immergé dans des univers, je trouve, qui t'ouvre en fait d'autres perspectives. Et du coup, grâce à ces formats-là, j'apprends énormément de choses. Et soit de base, je suis intéressée, soit au contraire, je suis totalement newbie et j'y connais rien. Mais du coup, je m'observe à être passionnée et à écouter des sujets pendant 2-3 heures avec eux derrière. Mais limite, j'ai envie de faire d'autres recherches derrière et creuser, tu vois, beaucoup plus. Et ça me donne cet appétit, tu vois, que la radio m'a pas donné. Mais vraiment, avec le format interview à deux, je trouve que les sujets sont vachement plus creusés et c'est aussi ce format-là que j'ai choisi, moi, de mon côté, de développer. Tout à fait. Et on va en revenir après la pause musicale. Mais comment toi, maintenant, ça a ouvert ton oreille, l'écoute de podcasts, essentiellement du talk, comme tu disais, donc de l'interview, de l'échange sur des sujets divers et variés. Comment toi, ça a affûté ton oreille, justement, d'écouter? Est-ce que même ça a affûté ta voix d'écouter et de la pratiquer? Ça, c'est sûr, mais... Ça a affûté mon oreille par rapport en fait à l'humain, parce que c'est très conversationnel, ces talks-là, ça m'a aidé à comprendre peut-être les types de personnalités, tu vois, et comment en fait les gens se plaçaient les uns par rapport aux autres, comment ils réagissaient, est-ce que la personne était à l'aise, qu'est-ce qu'elle avait envie de dire, pour en fait essayer de trouver des fois, en fonction des émissions, les terrains peut-être un peu plus fertiles. Des fois me rendre compte en fait aujourd'hui, maintenant que j'en fais, je me rends compte aussi des fois que les animateurs galèrent en fait à certains moments et je les vois sortir les pagaies alors qu'avant en fait je m'en rendais pas du tout compte. Donc à ce niveau-là, oui, mon oreille c'est un peu plus affûtée parce que je connais un peu du coup l'arrière du décor et je suis un peu plus sensible à ça. Mais juste en mode auditrice, sans essayer de décortiquer, ce qui m'intéresse au fil de l'eau, tu vois, dans tous ces échanges, c'est l'humain derrière. Comment les gens se positionnent, comment ils parlent d'eux, est-ce qu'ils y arrivent? Parce que des fois, c'est aussi très compliqué. Tu sens que c'est un sujet, pareil, normalement, qui est maîtrisé, mais en réalité, les gens ne parlent jamais d'eux, donc ils n'y arrivent pas. Et comment, en fait, l'interviewé arrive finalement à un moment rentrer vraiment dans le cœur du sujet et à se livrer. Et c'est là où tu as des gens qui deviennent inarrêtables, alors que pendant 15-20 minutes, tu sentais que ça tâtonnait, que t'étais pas encore rentré au cœur de ce qui les anime. Et une fois qu'ils sont partis, c'est là où je trouve que si en fait un épisode arrive à trouver ce point culminant, c'est un bon épisode. Et dans ce cas-là, il est parti et t'as plein de choses à en tirer. Il y a plus qu'à creuser, quoi. Mais le puits, il est sans fond. Et c'est le flow dont tu me parlais en off également, l'invité qui est parti, ça y est, qui est connecté à lui et qui parle et qui s'ouvre et qui déploie tout un univers incroyable. Il y a un très bel exemple de Samy dans tes épisodes qui est assez fou. Et c'est ce que permet aussi, je pense, le podcast format long, parce que sur ces personnes qui sont un peu pas rompues à l'exercice, le démarrage peut prendre du temps et puis à des moments, il faut 1h30, il faut 2 heures. Et c'est hyper intéressant aussi pour ça. Et les formats d'interview type Augustin Trapenard sur France Inter, qui sont maintenant beaucoup, toute la radio, tu la retrouves en podcast. C'est jamais tombé dans tes oreilles un peu ces manières de faire de la radio avec quand même une qualité qui est différente, qui est vraiment inspirante. Et moi, c'est vraiment de là que vient et que me nourrit ma réalisation et ma création sonore. C'est de cette pratique qui est là depuis plus de 100 ans, tu vois. Enfin, 100 ans, ça a été en 1921. Non, écoute, là-dessus, on n'a pas le même bagage culturel. Donc, non, je reste assez détachée de ça. Et peut-être qu'en fait, je vais y revenir grâce, en fait, au podcast qui m'éveille un peu là-dessus, tu vois, et qui me donne de la nourriture et énormément de carburant pour trouver des nouvelles idées. Et je pense que certains, c'est ça, viennent de la radio au podcast. Il peut se passer en fait l'inverse dans quelques années, c'est-à-dire toute une génération qui a écouté plein de podcasts sur Spotify ou sur Deezer ou sur d'autres plateformes et qui s'intéresse enfin à la radio et se rachète un poste ou juste se connecte en ligne pour redécouvrir des formats
qu'en réalité, ils ont apprécié un peu détourner à travers le podcast. Exactement. Et je le vois vraiment comme ça. C'est pour ça que les Radio France et compagnie vraiment investissent à fond dans le podcast pour pouvoir être sur ces plateformes de diffusion, créer du format soit original, soit en replay. Mais en fait, tout ça, c'est juste 2 médias. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. C'est le contenu et pas le contenant. Et donc, tant mieux, quoi. C'est des canaux différents. Et si tout se relie, c'est chouette parce que moi, je vois vraiment ça comme de la création sonore. Et je vais faire du podcast comme de la radio, mais ça va se mélanger. Là, comme je te disais, l'émission, elle est en direct, mais derrière, je la remonte, je recoupe un petit peu, j'affine le son pour jouer sur la réalisation. Eh bien, c'est aussi chouette. Le plus important, c'est que ça soit écouté, puis qu'il y a des énergies d'invités différentes, et puis qu'on passe un bon moment, quoi. Super. Et j'ai une dernière question. Donc toi, on en a peu parlé, mais tu travailles dans le milieu de l'animation 3D, le milieu d'où je viens. J'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas professionnels. Est-ce que, comme moi, devant l'ordinateur, les écouteurs sur les oreilles, c'est le meilleur moment pour dérouler des heures et des heures de podcast et de radio ? Oui, je pense surtout pour les charrettes, je crois. Quand il faut travailler un peu tard et que c'est pas voulu ou que ça devient une contrainte, pour rendre le moment un peu plus agréable, je me mets un truc dans les oreilles. Dans la journée, ça peut par contre me créer, une fatigue supplémentaire parce que j'ai l'impression d'avoir 2 trucs à suivre et vu que j'aime vraiment bien ce que j'écoute, j'ai envie d'être quasiment focalisée dessus, quasiment à 100%, pendant tout le laps de temps. Donc, des fois, j'ai un peu la frustration si ça passe à côté, de me dire, mais attends, en fait, je suis peut-être passée à côté d'autres trucs que je n'étais pas totalement attentive. Enfin, c'est trop bête, Donc, je les écoute plutôt en complément en faisant du sport. Ou dans les déplacements. Ou pareil, c'est une action qui est tellement se déplacer quotidienne que t'as pas besoin de réfléchir. Du coup, tu peux être beaucoup plus focalisé sur ce que t'écoutes. Et c'est là aussi j'en profite. Des fois, la frustration, c'est de pas pouvoir prendre de notes. À roller ou à vélo, c'est plus compliqué, mais c'est pas grave. T'écoutes du podcast à roller, ça te dérange pas ? Non, du tout. Non, trop bien. Non, mais pour entendre les voitures, les personnes autour ou d'être connecté à ton environnement, ça te dérange pas ? Non. Alors, je regarde et j'anticipe du coup beaucoup avec les yeux. Ça vient d'une personne qui ne fait pas de roller, donc t'inquiète. Non, mais les gens me disent toujours, mais t'es totalement folle de faire du roller avec tes écouteurs ou un énorme casque. Parce que, en fait, au début, je peux comprendre parce que ça te coupe et même ton oreille interne, ça peut un peu déstabiliser l'équilibre, mais c'est une question d'habitude. Vraiment, je trouve. Et puis pour le coup, t'es vraiment dans la bulle et si pareil, tu mets une musique qui tabasse un peu et qui va vite, t'as l'impression de faire du 50 km/h et d'être, je sais pas, une fusée. Trop bien. Bon, on va faire une petite pause musicale. Tu nous as choisi un son. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous donner envie de l'écouter là ? Je bloque très rarement sur une musique au point de l'écouter, je pense, en boucle plusieurs fois d'affilée. Et ce son d'Agar Agar, je l'ai découvert il y a peut-être maintenant 3-4 ans. Mais c'était une espèce de tuerie que je faisais tourner en permanence. Et écouter en fin de journée, ça te donne envie de sortir pour aller danser le soir même si t'es exposé. Pour moi, c'est le petit coup de boost ou un peu comme le café qui te redonne ton petit coup de jus pour la fin de journée. Pour moi, c'est un peu le même principe. Eh bien, c'est parti pour un petit coup de jus à 18h30. Attention, faites gaffe, vous allez peut-être partir danser juste après.
Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. Radio Juno. Dès que j'ai découvert Photoshop, After Effects, que tu pouvais faire un sabre laser en faisant ta roto et puis en ajoutant un glow dessus, mais j'étais fou. Hein. Je me filmais avec un manche à balai et puis j'ajoutais l'effet de sabre laser par derrière. Si je trouve une boîte, il faut que ce soit la bonne et puis rester pendant des années là-bas et trouver un CDI. Ouais, dans l'avenir, ça va être plus l'aspect virtual production. Je travaille sur des décors virtuels pour le tournage avec ces écrans LED. Donc ça va être un truc qui va prendre plus d'importance, je pense, dans l'avenir. C'est ça qui est un peu dangereux en généraliste, c'est que tu peux quand même te retrouver spécialiste. La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Now. Vous êtes de retour sur l'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 4. On reçoit Sandrine Calam, qui est la créatrice du podcast Gizmo, dont vous venez d'entendre l'introduction du premier épisode. Tu ressens quoi à l'écoute de ce premier épisode ? Tu te reconnectes à ce moment où tu l'as enregistré et diffusé ? Je m'en souviens très bien de ce premier épisode. C'était un énorme baptême du feu. Je me dis que ça va, en fait, pour l'intro et pour un premier épisode, ça vieillit pas trop mal. Je l'assume encore. J'arrive encore à l'écouter. Et Adrien, tu vois, je le retrouve aussi dans l'intro. Il est assez représentatif de ce qu'il a été pendant 1h30 d'épisode. Donc, c'est aussi un peu le but de l'intro, tu vois, avec ces petits cuts et ces petits expressos là qui sont montés les uns à la suite des autres. C'est de donner un peu l'aperçu de ce que tu vas entendre pendant 1h30 après, des sujets qui sont abordés, et puis te donner aussi un peu un aperçu de la personnalité de qui sont ces gens. Et ils sont très humains et très vivants. Et puis, tu vois, là, d'entendre le rire d'Adrien, enfin, il a rigolé, mais tellement de fois pendant 1h30, c'est génial, tu vois. Ouais, cette petite accroche fonctionne très bien, effectivement. Puis elle donne envie d'aller écouter plus loin, d'aller voir. Et puis, il y a une énergie avec cette musique, on en parlait, là, qui crée quelque chose de dynamique. Comment t'es venue cette idée, cette envie de faire un podcast sur toutes ces femmes et ces hommes de l'ombre derrière les ordinateurs du monde des VFX, donc des effets spéciaux et de l'animation 3D et 2D ? On en a un petit peu parlé, mais du coup, j'écoute pas mal de podcasts et d'émissions. Et je me suis rendu compte après, je sais pas, peut-être 2 ans à en écouter, que j'avais énormément appris, que ça m'avait vraiment enrichi et qu'à chaque épisode, que les gens soient plus ou moins proches de toi et de ta vie, de tes problématiques ou autres, ça reste enrichissant parce que c'est des formats longs, au moins plus d'1 heure, 1h30, voire 3 heures, et pendant tout ce temps, tu as vraiment le temps de creuser des sujets. Et c'est en prenant ce temps et en creusant et en fouillant et en se demandant le pourquoi du pourquoi que tu arrives vraiment à, je trouve, des fois soulever des choses que tu n'as pu lire nulle part ailleurs. Et par rapport à la 3D, et moi, j'avais une frustration, mais énorme, de me dire, mais les seules interviews qu'on peut lire, les seules interviews qu'il y a, elles sont seulement en format numérique, et tu peux seulement les lire, mais tu peux pas les entendre. Et en les lisant, à chaque fois, ça se résume une réponse en 2 ou 3 lignes, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas possible. En réalité, il y avait tellement d'autres choses à dire sur ce projet ou sur tel ou tel sujet. J'étais frustrée de me dire, mais non, il faudrait lui poser la question, il faudrait l'entendre, il faudrait qu'on prenne le temps. Et là, je me suis dit, écoute, peut-être que ça va peut-être pas servir aujourd'hui à des seniors, mais à l'époque où j'étais étudiante en école et que ce milieu était quand même assez obscur, ou en tout cas, on n'avait pas tant de témoignages que ça, soit des anciens, soit de gens qui bossaient en fait dans cette industrie, ça restait quand même un mythe. Ça peut peut-être servir encore à des étudiants aujourd'hui, voire à des pros qui se posent la question de comment ça se passe chez MPC, comment ça se passe chez ILM, dans des studios où en réalité ils ont peut-être envie de bosser, mais ils sont encore pas allés, ou ils connaissent
pas grand monde, ou en réalité, ils prennent jamais le temps d'appeler leurs potes qu'ils connaissent là-bas. Là, au moins, tu prends le temps pendant 1 heure et demie d'essayer de savoir comment des projets se sont passés, comment des films se sont passés au sein de ces studios-là. Donc, je me suis dit, écoute, ça n'existe pas, ça peut servir à des gens, fais-le. Et puis, au pire, t'auras kiffé, tu l'auras fait, t'auras appris des trucs, et c'est pas grave si personne n'écoute. Ce sera là et ça existera et ça aura le mérite d'exister, tu vois. Génial, aucun frein, vas-y, j'y vais. Je m'en fous, je vais apprendre la technique, je vais me démerder. Voilà, de toute façon, t'es déjà dans la technique parce que quand on travaille dans ce milieu-là, on est quand même assez geek, on aime bien la technique, on aime bien se former et apprendre tout seul, mais c'est comme ça, c'est parti, quoi. J'y vais, je me lance. Je pense que ça a mis 1 mois, tu vois, à maturer. Entre l'idée et le moment où je me suis dit, allez, go, t'achètes le micro et t'es parti. Parce que plus je me pose des questions, plus je flippe. Donc à un moment, non, je sais qu'il faut se lancer et c'est aussi en faisant que t'apprends. Et donc je savais que les premiers épisodes n'allaient pas forcément être aussi clean ou aussi propres que voulu, mais j'ai aussi appris des premiers épisodes. Après, je remercie toujours ceux qui ont écouté les premiers épisodes parce que le son est un peu pourri. Et du coup, il fallait un peu de courage des fois pour aller jusqu'au bout. Il y a bien pire, rassure-toi. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Et puis il y a aussi, tu vois, ce contact humain où je me rendais compte que j'étais ultra stressée les premiers épisodes. Et puis, plus t'en fais, plus t'es aussi habitué à te connecter avec des gens, essayer de les mettre à l'aise, plus ça devient aussi facile. Et puis, progressivement, il y a aussi une espèce de routine, mais aussi l'habitude qui rentre. Et aujourd'hui, tu vois, je regrette pas, mais non, j'y suis un peu allée en mode tête baissée, on se posera des questions pendant, et puis on verra après. Exactement, et c'est vraiment comme ça que je fonctionne aussi, parce que si tu commences à réfléchir, c'est fini, tu as toutes les raisons pour rien faire, pour rester dans tes limites, et puis pour jamais développer des choses qui te plaisent et qui te donnent juste envie, et tu as eu trop raison, parce que la preuve, le succès, quoi. 31 épisodes, il a été commencé il y a 8 mois, ton podcast. Est-ce que tu sais le nombre d'écoutes que tu as en moyenne par mois ? Moyenne par mois, non. Après, là, je crois qu'on a passé les plus de 10 000 écoutes. Et puis il y a la chaîne YouTube maintenant qui se développe, donc ça fait un peu concurrence, tu vois, juste au format 100% audio. Mais c'est celui d'Adrien qui a le mieux marché, l'un des premiers. Je pense qu'il a sur les 10 000, il doit déjà lui en avoir 2 000 écoutes, tu vois, pour te donner un rapport tellement Adrien a trusté. Bon, en tout cas, c'est la porte d'entrée par laquelle peut-être tout le monde rentre ce premier épisode et ensuite tu picores sur ce qui t'intéresse un peu plus derrière, plutôt que de les faire chronologiquement. Mais j'essaie de pas trop suivre les écoutes, mais plutôt de faire, tu vois, des épisodes que les gens ont envie d'entendre, même s'ils sont pas beaucoup, et d'essayer de suivre, tu vois, sur LinkedIn, les recommandations ou les gens, enfin des noms de gens qui peuvent un peu popper, qui peuvent faire plaisir pour avoir vraiment cette diversité. Comme je te disais, pour moi, c'est une mosaïque de ces portraits et le but, c'est d'avoir le plus de nuances possible de cette mosaïque. Donc, essayer de trouver un peu, tu vois, des profils atypiques. Aujourd'hui, ça s'ouvre aussi, alors qu'avant, c'était plutôt exclusivement artistes. Aujourd'hui, il y a aussi, on parle un peu de production, on parle aussi un peu de développement. Donc certes, je me sens encore moins légitime, tu vois, d'aller interviewer ces gens-là, mais en fait, de fil en aiguille, on creuse les sujets ensemble et puis il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vu que la cible, c'est aussi des artistes, si en fait j'arrive à leur poser ces questions ou à m'intéresser à leur sujet et à suivre, tout le monde pourra suivre. C'est aussi un peu ce principe-là. Et oui, tu arrives comme une novice, donc ça te permet de découvrir tout ce milieu du code ou d'autres choses. Et effectivement, toi, t'enrichir, puis enrichir les personnes qui t'écoutent, et tu remplis complètement le rôle de ce que tu aimais, de faire de la pédagogie, de mettre des voix derrière des noms de génériques, comme on en parlait en off, parce qu'effectivement, dans ce milieu, moi j'étais au fond, voilà, au générique, c'est très satisfaisant, mais il y a tellement de personnes, là, de les entendre, quel bonheur. J'aurais adoré, comme je te disais, être interviewé à l'époque quand j'étais, parce que, bon, s'il y avait eu un intérêt, mais déjà d'écouter les voix de notre milieu, c'est hyper puissant, c'est hyper intéressant, et il y avait vraiment effectivement un grand manque. Même chez des grands sites type 3DVF et compagnie, ils sont pas du tout lancés dans cette voie-là, et c'est trop bien que tu l'aies fait. Et je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui fassent comme toi ou des podcasts. Enfin, s'il y en a un autre un peu qui interviewe, mais des personnes un peu différentes. Si en anglophone, si t'en as, t'as Chaos Group qui en a un et ça s'appelle, je crois, The Garage. Et pareil, c'est le même format, interview assez long, autour d'1 heure. Mais en francophone, non, où t'as des francophones qui le lancent, mais aussi en anglais, tu vois. Donc typiquement, tu vois, français est clairement assumé sur ce format-là. Non. Après, il y a d'autres formats qui existent et c'est un peu plus, tu vois, talk où t'as une table et il y a au moins plus de 4-5 personnes qui sont autour de la table.
Et là, ça part peut-être un peu plus en débat et vraiment en mode talk, peut-être un peu plus comme la radio, mais c'est toi qui vas peut-être m'arrêter, où les sujets sont déconstruits, tu vois, ensemble. Et tu as beaucoup plus ce jeu de rebond et de multi-rebond, alors qu'à deux, je trouve ça un peu plus simple et un peu plus clair pour aller fouiller des sujets. Là, c'est un peu plus random, tu vois. Donc, Ouais, là tu mets en lumière vraiment une personne, une voix et un métier et une expérience, parce qu'effectivement les personnes sont hyper riches d'expérience. Et il y a des jolis profils comme l'épisode de Samy ou Franck qui était génial, parce que aussi je connais Franck et je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et j'aime beaucoup vraiment ce que tu as développé dans ce podcast et c'est vraiment un chouette travail. Et qu'est-ce que tu as gagné toi sur ce chemin-là, personnellement, de découvrir de nouvelles personnes, donc de nouvelles teintes, mais comment ça t'enrichit de faire un podcast ? ça m'enrichit mais énormément. En fait, je le faisais pas à la base pour ça et je me rendais pas compte de tout ce que ça pouvait m'apporter. Mais oui, tu l'as dit, les rencontres, parce qu'en fait, au bout de 31 épisodes, c'est 31 personnes avec qui tu as des discussions de qualité, c'est-à-dire au moins plus d'1h30, parce que 1h30 c'est enregistré, mais on se parle un peu avant, on se parle un peu après. Pour certains, on s'est au téléphone pendant plus d'1 heure en préparation, parce que en réalité, les gens sont trop passionnants et je veux pas les couper. Et en même temps, c'est bête quand tu as aussi ce genre de discussion de dire attends, pas trop de préparation, on enregistre dans 1h30, donc non, tu te fais prendre au jeu et dans le piège. Au-delà de ça, je pense un peu de confiance en moi, où quand t'es aussi moteur à aller chercher les gens, si toi t'y crois pas, en réalité, personne va y croire à ta place. Donc faut y mettre un petit peu d'énergie et aller essayer de chercher en fait des gens et surtout après les mettre à l'aise. Donc pareil, je pense que j'ai un peu plus gagné en sérénité sur de l'impro et sur comme ça de la rencontre qui est non préparée, et donc ce direct si tu veux, mais sur ça le direct c'est un gros mot, mais en réalité ça va, tu vois. Et je me rends compte que ça sert mine de rien, tu vois, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, faire des entretiens pro où avant j'étais beaucoup plus stressée. Là, je me suis rendu compte que j'allais chez un client, à la limite, c'était moi qui mettais à l'aise le client. Alors que c'était quand même moi l'invité, tu vois. Merci de dire ça, mais c'est exactement ça, et c'est ce que moi j'y ai découvert dans ma pratique de la radio et du podcast, que ça a commencé par le podcast en faisant une émission de radio mais en différé, donc j'étais pas en direct sur l'antenne, et c'est trop ça, cette confiance en nous qu'on gagne, mais pour tous les jours. Et si vous entendez ça, faites un podcast, auditrice, auditeur, lancez-vous, c'est la meilleure manière de pouvoir gagner en confiance en vous, puis de vous renseigner sur un sujet, de le pousser à fond, votre passion, votre travail ou autre, mais vous allez vous enrichir d'une manière incroyable, et en plus personnellement, mais vous allez être aussi à l'aise que Sandrine au micro, du direct, tranquille. Et même dans tes premières prises de voix, ton premier épisode, à l'intérieur, ça devait être beaucoup plus bouillonnant, mais à l'extérieur, à part la qualité du micro qui était pas de micro, quoi, qui était celui de l'ordinateur, franchement, ça marche très bien, quoi. J'ai un peu comparé le premier et le dernier. Et bien sûr, il y a plus d'aisance. Et puis le dernier, celui que j'ai vu, c'était le 30, parce que le 31 est sorti aujourd'hui. C'était avec Franck. Et là, t'es posé, tu poses des questions, t'as ton petit carnet, c'est nickel. Comment tu t'organises d'ailleurs pour un peu préparer les épisodes et tes émissions et tes podcasts ? Je le dis à chaque fois, mais la préparation, elle est assez minime. Elle est minime, c'est juste un espèce de filet de sécurité, tu vois, pour peut-être des fois en rassurer certains qui veulent une trame ou un peu toutes les questions. Je suis incapable de leur filer toutes les questions à l'avance, parce que pour moi, ça se veut pas un ton journalistique, c'est un ton qui est conversationnel. Donc, en fait, une conversation, ça se veut freestyle et totalement organique. Tu lances un sujet et tu le laisses couler et tu vois où ça t'emmène. Et certains peuvent être très déstabilisés parce que c'est un lâcher prise et tu sais pas où ça va nous mener, en fait, ces conversations d'1h30. Alors certes, tu peux orienter la conversation, et c'est là où la trame aussi, on décide en amont de certains sujets qu'on va vouloir peut-être évoquer et pour lesquels il serait peut-être bête de passer à côté, parce que c'est un peu la particularité de la personne et son expertise. Pour autant, je sais pas forcément sous quel angle je vais l'aborder avant qu'on en parle, ne connaissant pas la personne personnellement. Et c'est en fait à travers les 15-20 premières minutes que j'essayais de sentir comment la personne est, pour à la fois la mettre à l'aise, mais aussi la lancer sur le sujet de la manière qui lui correspond peut-être le plus. Les questions sont volontairement assez ouvertes pour que à chaque fois tu sois très libre et plutôt détendu pour prendre l'axe de la réponse qui toi te convient, et pas, tu vois, des questions fermées où en réalité j'ai pas envie de faire dire des choses aux gens. Non, je veux juste les laisser parler et leur donner, tu vois, une feuille blanche qui est certes un peu cadrée parce qu'on peut pas aborder tous les thèmes, mais
mais qui les guide et qui les oriente. Et moi, derrière, j'essaie de les relancer et de leur donner une impulsion ou de fouiller avec eux si jamais ils ont un peu du mal à peut-être dérouler le fil de leur pensée, mais à aucun moment je leur fais dire des choses. C'est eux qui se livrent et qui derrière parlent, et des fois des très beaux moments où tu sens les gens qui sont émus, mais de fou, en racontant leur parcours, ou des fois des belles victoires. Enfin, c'est quand t'es quasiment la personne qui est en train de pleurer, qui revoit ce moment quand il te le raconte. Enfin, c'est des moments qui sont tellement forts. Et rien qu'à travers la voix, tu l'entends, tu le ressens. Tu l'entends énormément, et c'est clair, et comme on en parlait un peu au départ, tu sens toutes ces variations, tu sens ces émotions, tu sens ces choses-là. Et j'ai vu avec les jeunes que tu as interviewés aussi, c'est hyper intéressant de leur donner la parole, et c'est hyper puissant pour eux, parce que quand on doit aller chercher aussi un taf, quand on doit aller rencontrer des grands pontes ou des grandes boîtes, on s'imagine même pas déjà y accéder, ça permet déjà de désacraliser ces personnes-là, et puis leur faciliter leur expression. Et puis j'ai vu des personnes qui souffrent tout le long de la conversation. Sur les 3 jeunes que tu as eu, là, Mario était très intéressant, beaucoup plus à l'aise, évidemment, il avait plus d'expérience. Mais la jeune fille et puis le jeune homme après, c'était trop chouette de les voir, vraiment satisfaits d'avoir fait cette expérience-là. Et moi, c'est ce que j'appelle des souvenirs heureux de prise de parole. On en a connu trop souvent des mauvais sur lesquels ça s'entasse, puis après on est verrouillé, on n'ose plus prendre la parole. Le prof de maths qui t'humilie au tableau, ou quand t'as pris la parole, on s'est foutu de ta gueule. Et là, c'est génial de leur offrir ça. C'est vraiment je trouve ça trop beau de le faire. Et pour eux et pour elles, génial. Et tu ressens, toi, ce plaisir, justement, de transmission que tu es en train de faire, de leur donner la parole, quoi. Tu leur ouvres un espace pour eux, rien qu'à eux. Ouais, je le ressens. Pas au début, pas pendant, surtout quand les gens sont des fois un peu pas sur la défensive, mais ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés ou à quoi s'attendre. Et d'où tu vois les premières questions, mais aussi les quelques minutes en off avant pour vraiment, si tu vas te poser un cadre qui est ultra bienveillant, les mettre à l'aise et vraiment leur dire que je suis un peu comme leur copine ou une nana qu'ils auraient pu rencontrer là dans un bar, mais c'est pas plus formel que ça, et au contraire, ça le veut pas du tout. Et en réalité, tu te rends compte à la fin, quand les gens ont le smile jusqu'aux oreilles, qui se disent au bout d'1 heure et demie, mais déjà, alors que pour eux, 1 heure et demie, c'était un format tellement long, et en 30 minutes, limite, c'était plié, qu'ils ont passé un très bon moment, et que limite, c'est dur de les arrêter parce que ça y est, ils sont lancés, et que tu leur annonces, c'est les 3 dernières questions, on va conclure, tu les sens certains, mais genre, oh non, mais en fait, j'ai pas tout dit, là, ça vient que de commencer. Faudra faire un 2e épisode. Et t'en as beaucoup qui demandent un 2e épisode parce que ils ont pas tout dit, et une fois lancés, ils deviennent inarrêtables. Il y a Samy qui a essayé de tout dire dans les 2 heures de l'épisode, parce qu'il avait un débit de ouf, et c'était très intéressant, mais comme tu disais, il faut le réécouter plusieurs fois, peut-être l'épisode, parce qu'il y a tellement d'informations et de données, mais c'était super, non mais trop bien. Et pour terminer un peu cette 2e partie sur ton podcast, quel conseil tu auras envie de donner là à quelqu'une qui nous écoute et qui a envie de se lancer, mais qui a fait rentrer un peu trop de croyances limitantes ou de freins dans sa réflexion, pour lui donner une impulsion? D'essayer de trouver un format, tu vois, qui te plaît, pour lequel vraiment tu t'éclates. Et là, je me rends compte, tu vois, au bout de 31 épisodes, qu'un format avec lequel tu es à l'aise, tu vas être aussi capable de tenir sur la durée, et c'est pas une contrainte, parce que ça reste quand même, tu vois, du temps, tu vois, qu'il faut mettre là-dedans, et de l'énergie. Donc, en trouvant le format, l'énergie à mettre, ce sera beaucoup plus facile. Si tu essayes de faire un truc qui te correspond pas, qui te plaît pas, ce sera forcément super dur, et tu auras l'impression d'être en décalage. Donc, essayer de trouver, tu vois, un peu une signature. T'as pas besoin de tout réinventer, mais par signature, j'entends un format qui te colle, qui te correspond, et du coup, que tu es peut-être un peu plus prêt et à l'aise à incarner et à porter. Et puis en se disant que, il n'y a pas de pression, et puis dans ce chemin, il y aura plein de belles rencontres, et c'est une belle aventure, et il faut pas se dire, je sais pas, personne n'écoutera, mais on s'en fout. Enfin, au moins ça existe, et derrière, par ces témoignages ou ces histoires ou ces poèmes, ou par ce format qui sera enregistré et qui existera quelque part là sur Internet ou sur les ondes, certains, même 10 ans plus tard, pourront se plonger et découvriront sûrement des belles histoires et des belles pépites, quoi. Tout à fait. Et c'est avant tout pour toi que tu le fais, effectivement, écouter ou pas. Puis en plus, il faut avoir cette régularité pour derrière construire une communauté, construire des personnes qui t'écoutent. Les 600 000 écoutes quasiment de Génération Do It Yourself, ça fait 5 ans qu'il existe. Et puis voilà, c'est une régularité. Et éviter le pod fade, c'est je crois 60% de personnes qui créent du podcast qui s'arrêtent avant le 10e épisode. Toi, tu l'as dépassé, donc déjà bravo.
Comment pour finir juste dans cette partie, ça m'intéresse quand même, comment t'arrives, toi, à gérer ton énergie là pour avoir cette régularité ? Tu batches des épisodes, tu dis non, c'est un par semaine, comment ça marche ? J'ai expérimenté plusieurs rythmes. Les premiers mois, c'était très compliqué parce que un par semaine, ça veut dire qu'au minimum, il faut que tu en enregistres un la semaine précédente pour le sortir. Donc, tous les premiers mois, vraiment, j'essayais de trouver une personne qui était dispo la semaine venant pour pouvoir le sortir. Un peu avant l'été, j'ai réussi enfin à faire un peu de batch. C'est-à-dire que j'avais plein de recommandations, plein de gens qui m'étaient conseillés. Du coup, globalement, ils disaient oui avant les vacances et c'était bon. Et là, la frustration a commencé à naître parce que quand t'enregistres mais que t'es diffusé seulement 2 mois après, parce que en fait j'en avais trop, les gens étaient un peu déçus, genre limite, ok, elle va le garder dans ses cartons, mais elle le sortira jamais, tu vois. Et là, par contre, c'est plus compliqué. Je reviens un peu comme au début. J'ai plus du tout d'avance. J'ai tout cramé pendant l'été. Et puis surtout, les gens sont beaucoup moins dispo. Et ça, c'est une contrainte à faire avec. C'est-à-dire, là, à la rentrée septembre, il y a eu un énorme rush et tout le monde revenait de vacances. Il y avait plein d'impératifs. Et trouver 1h30, tout le monde te dit j'ai pas le temps, t'es dispo en décembre? Alors oui, je serai toujours dispo, mais moi ça m'arrange pas. En tout cas, il faut que je trouve des gens qui sont dispo. Et tu fais quoi dans ces cas-là? Là, t'as quelqu'un déjà pour l'épisode 32, 33, c'est un peu prévu? Pour l'instant, j'ai personne pour l'épisode 32. Non, et du coup, j'ai fait une pause en septembre où clairement, les gens croyaient que c'était la fin de la saison 1 parce qu'il n'y avait plus le rendez-vous, parce que ça sort tous les mercredis matins et il n'y avait plus rien qui sortait. Donc, j'ai un peu fait l'apéro aussi, qui a été un relais, tu vois, pour, dans cette pause, peut-être se voir en vrai, même s'il n'y avait pas d'épisode. Au moins, il y avait toujours un truc à dire et un vivant pour Gizmo. Mais à un moment, oui, de toute façon, là, j'avais rien. Donc, cette pause s'est imposée et je me suis dit, 3 semaines pour peut-être aussi un peu en avoir, tu vois, sous le coude et ne pas réimposer cette pause tout de suite. Mais je suis incapable de dire s'il y aura une nouvelle pause ou pas, tu vois. Ça dépend si on me suit et si on me dit oui sur les prochaines semaines pour bien vouloir se faire interviewer. L'hebdo des ateliers Juno. Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio Juno. Oui, vous êtes toujours sur l'hebdo des ateliers Juno. On échange avec la passionnante Sandrine Calam, parce que justement, j'avais envie de dire Calamé. Je crois que c'est mes aînés espagnols qui m'ont fait poser cette question, alors que peut-être ça t'a paru absurde. Nous allons passer à la rubrique qui s'appelle les recos de l'hebdo, mais j'ai pas de jingle. Alors je demande à mon invité d'en faire un. Est-ce que Sandrine, tu veux t'y coller? Allez, jingle. Les recos de l'hebdo, non? Ah, les recos de l'hebdo, bah oui, bien sûr. Alors refais, vas-y. Mais c'était de l'impro, ça sera jamais pareil. Les recos de l'hebdo. Génial, je prends. Merci beaucoup. Tu nous as choisi quoi comme recommandation de podcast à écouter? C'est le son que tu comptes diffuser ensuite après, c'est ça? Le petit extrait ou... Tout à fait. Tu révèles les coulisses, mais oui, c'est tout à fait ça. Il faut que ce soit un minimum préparé, Julien. Tu peux pas leur dire de mensonges à un moment, tu sais. Il faut assumer. C'est vrai, tout à fait. C'est un épisode de Génération Do It Yourself, un podcast que j'aime beaucoup. Le format est très long pour le coup. Je pense que l'épisode fait plus de 3 heures. Et c'est Ty Chris qui nous parle, entre autres, de son enfance, mais aussi de son éducation et... de comment il s'est construit avec vraiment un parcours, mais clairement pas conventionnel. Enfin, il est genre jamais allé à l'école, il avait toujours ses rollers aux pieds. Même, moi, j'adore l'anecdote de l'avion. Même dans l'avion, il était en roller. Enfin, il profitait des décollages pour essayer de se faire des descentes de malade dans l'avion. Enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça où c'est juste génial. Et je trouve que ça lui donne aussi une fraîcheur et une liberté d'esprit et de pensée et de relever tous les défis où les barrières que des fois l'école un peu peut nous construire ou en tout cas nous inculquer. Lui, en tout cas, il en a pas du tout. Et il s'est construit ses propres repères, ses propres modèles. Et je trouve ça très rafraîchissant et vraiment à écouter ce truc. Je prends rendez-vous avec des fonds d'investissement. Avec mon enthousiasme et mon amateurisme, je me dis, les mecs, ils vont avoir les étoiles dans les yeux comme pour moi. Ils vont dire, mais c'est extraordinaire, c'est du génie. Ils acceptent de me donner rendez-vous parce qu'ils se disent, le champion des sports extrêmes va nous présenter un truc sur les sports de glisse. Et quand ils me voient arriver en béquille et que je leur dis, j'ai envie de les lancer un opérateur mobile mondial, etc., ils comprennent pas, ils tombent de leur chaise. J'ai grandi en me disant que tout est possible parce que mes parents ont cru en moi
et en me laissant toucher plein de choses. Je me suis dit, ok, j'aurai toujours ce côté rêveur artistique, etc. Par contre, je vais être également un businessman. Quand t'es tout seul, t'as pas d'argent, t'y connais rien, etc., et que t'es en béquille, c'est difficile de démarrer. C'était comme un peu une chasse au trésor. Je ne me sens et je ne me sentirai jamais arriver. En réalité, pour moi, je suis toujours en bas de l'échelle. Mais pourquoi ? Parce que mon échelle, elle est illimitée. Je rêve toujours de plus grandes choses. Quand tu montes une boîte, c'est une création, c'est comme si tu as construit ton château de cartes. Pour l'instant, tu as encore besoin d'être là pour mettre toutes les cartes, etc. Mais il y a un moment, ça tient tout seul sans que tu sois là. Pourquoi et comment t'étais le meilleur ? Est-ce que tu as recherché là-dessus ? Oui, je sais exactement. Là, je peux te dire exactement. Écoute, 2 éléments. J'étais beaucoup plus travailleur que quiconque et je travaillais beaucoup plus intelligemment. La vie m'a prouvé qu'en réalité, ce n'est pas les doués qui ont les plus grands succès, c'est surtout les travailleurs. J'avais des gars qui étaient, même dans mon sport, qui étaient beaucoup plus doués que moi, et eux, ils arrivaient à faire. Taïg. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Voilà, c'est un extrait donc du podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie que je vous invite vraiment à écouter. Et tellement je vous invite à écouter ce podcast que je vous passe un extrait d'un autre épisode que j'ai surkiffé. C'est l'épisode avec Nicolas Aignan, le numéro 206. Il dure plus de 3h20. C'est vraiment du gros niveau de podcast. C'est très long, très intéressant. Et à un moment, il y a ce moment incroyable. Bon, je reviens tout de suite. Alors là, du coup, je me retrouve avec vous pendant quelques minutes. Ça m'intéresse, moi, que vous preniez conscience à ce stade-là des échanges qu'on a eu. Déjà, je pense que je peux te tutoyer. Je tutoie assez facilement les gens, en tout cas les gens qui se reconnaissent un minimum dans le genre de valeurs que je porte. Alors du coup, je pense que si tu en es là dans le podcast, c'est que tu te reconnais à minima dans certains éléments que j'ai pu dire. Je te remercie pour le temps que tu consacres à capter ce témoignage que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Si ce témoignage te parle, moi t'auras peut-être compris en fait que j'enregistre ce podcast comme une thérapie, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois j'aurais été incapable de partager ça. Je partageais des bribes de ces éléments dans certains de mes programmes, et mes programmes les plus avancés, une fois que j'avais construit la relation de confiance la plus avancée possible avec mes clients. Mais le fait de le partager de but en blanc sans savoir qui allait l'entendre, ça j'ai jamais fait ça. Et j'aurais jamais osé jusqu'à il y a 3 mois en fait. Donc si ce partage te parle, je te demande un service. J'ai besoin d'avoir un retour. Voilà. Donc j'en parlais du feedback, du retour dans l'état de flow. J'ai besoin de le savoir. Et c'est un besoin qui est encore assez viscéral. Du coup, peut-être que si tu écoutes ce podcast dans des années, j'aurais complètement dépassé cette peur de déranger. Là, aujourd'hui, je vois bien que je l'ai dissoute, mais que je serais quand même content d'avoir des boucles de retour. Du coup, si ça te parle, je t'invite à aller sur ton compte LinkedIn, à me chercher sur LinkedIn, Nicolas Aignan, H-E-2-N-I-O-N, Libérer la bête, et à me connecter sur LinkedIn. Et donc je te demande pas beaucoup plus que ça en fait, mais juste de me mettre une petite note pour me faire passer le message comme quoi cette connexion elle a lieu dans le cadre de ce podcast. Et donc tu peux mettre juste Génération Do It Yourself et je comprendrai, ça me suffit très bien. Si tu as envie de me partager soit quelque chose qui t'a secoué, soit quelque chose qui t'a ému, qui t'a fait grandir dans ce que j'ai pu partager, je suis ravi. Mon intention est juste de témoigner en fait, pas beaucoup plus que ça. Et si ça a été plus loin que ça, je suis vraiment ravi et ça me donnera énormément d'énergie parce que ça c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais il se trouve que je suis très sensible à mon réservoir d'énergie. Donc j'ai toute une série d'approches, de méthodes pour être à un niveau d'énergie maximum en permanence. Et du coup je sais que ça viendra remplir goutte à goutte mon réservoir d'énergie pour aller porter ce message-là un cran plus loin, un cran plus fort, de façon encore un cran plus authentique peut-être si besoin.
Et je t'en remercie infiniment d'avance. Me revoilà, ça a parlé d'énergie, de réservoir d'énergie. Donc cette belle voix que vous entendez à la fin, c'est celle de Mathieu Stéphanie. Et c'est incroyable, je trouve, ce moment-là. Et c'est ce que permet aussi le podcast, parce que j'imagine même pas, et j'aimerais bien le faire, mais dans un studio radio, je vais faire un café, et puis tu dis ce que tu veux. Là, t'es tout seul devant les millions. Il y en a beaucoup qui vont l'écouter, mais pas des millions quand même. C'est génial. Je sais pas, toi tu l'avais écouté, Sandrine, cet épisode. T'as ressenti quoi à l'écoute de ce moment ? J'étais d'abord stressée pour la personne qui allait devoir parler toute seule, tu vois, en mode roue libre. Et tu le sens au début, mais de quoi je vais raconter ? C'est un peu page blanche. Et c'est toujours un peu déconcertant quand tu sais pas où tu vas et que tout d'un coup, t'as une tribune et tu dois peut-être un peu te livrer, encore plus te mettre à nu parce que tu peux plus te cacher et là, t'es vraiment tout seul. Et je trouve qu'il se débrouille plutôt très bien. Il rebondit. En fait, il se ressent certes sur lui, mais surtout, il se connecte à ses émotions pour rester dans l'insincérité et la vérité. Et c'est ce qui touche en fait les gens quand tu témoignes. C'est de sentir que t'es 100% toi et que dans ton témoignage, il y a que de la vérité et on arrive vraiment à l'essentiel. Et c'est là où de nouveau il se livre et qu'il raconte son goutte à goutte et son réservoir d'énergie. C'est très beau. Il est passionnant cet épisode, je vous invite vraiment à l'écouter. Est-ce que toi, tu te sens 100% toi quand tu fais ton podcast et quand tu te réécoutes ? Ouais, vu comment je rigole comme une baleine, j'aime bien dire, à chaque fois qu'il y a des petites blagues ou autre, oui, je suis plutôt très moi. Et je l'entretiens, en tout cas, tu vois, je le cultive pour être sûr que cette sincérité et ce moi que je demande aux autres, ils le voient aussi, tu vois. Et par cette transparence, mais aussi tout simplement ce message que je leur donne parce qu'ils sentent que comme eux, des fois, je suis stressée, et puis des fois, je leur dis ou je leur dis pas, mais on est dans le même bateau. Et c'est aussi comme ça que tu crées une connexion qui est vraiment authentique et qui va rendre normalement l'épisode beaucoup plus intéressant parce que on est deux personnes qui, tout d'un coup, veulent vraiment échanger, mais de manière sincère pendant 1 heure. Et c'est là où je trouve qu'il y a un peu plus d'intérêt, il commence à y avoir des belles histoires et des beaux témoignages. Tout à fait, et c'est exactement ça, l'authenticité, puis ça s'entend dans votre podcast, dans ton podcast, mais c'est vraiment génial. Je veux dire, les participants à chaque fois sont vraiment, c'est ça, tu ouvres cette porte-là et vraiment bravo de le faire, parce que c'est pas forcément aisé de le faire ou de pas être dans un rôle de je suis l'intervieweur, je suis l'animateur et puis je me mets un personnage devant moi, mais bravo, donc c'est très chouette. Radio Juno. On arrive à la fin de cet épisode, numéro 4 de l'hebdo des ateliers Juno. On aurait pu rester bien plus longtemps. Moi, mon objectif, c'est de faire des formats radiophoniques de 58 minutes. On l'a déjà explosé, c'est pas grave. Merci Sandrine, pas de beaucoup, mais c'est très chouette en tout cas d'échanger avec toi. Il y avait encore plein de choses que j'aurais aimé te poser comme question. Mais c'est bien, on laisse en suspens, on vous laisse aller écouter ce qu'a fait de beau Sandrine. Et puis ça va donner quoi par la suite ? Il y a un apéro Gizmo, c'est ça qui arrive le 7 décembre ? C'est ça, t'es près de l'actualité. Il y a déjà eu un premier apéro Gizmo, c'était en septembre, début septembre je crois. Non, début octobre, je dis des bêtises. Et il a tellement bien fonctionné, en tout cas les gens étaient très en demande parce que en fait on était une quarantaine et on n'avait pas tous pu discuter ensemble parce que on est un peu humain et tout de suite des petits groupes qui se créent et tu peux pas faire l'abeille, aller butiner et parler avec tout le monde, qui avait cette frustration et envie d'en faire un deuxième pour aussi tous ceux qui avaient regardé Koh-Lanta mardi soir et qui n'avaient pas voulu se décrocher de leur télé pour venir dans le bar. Donc je pense que le deuxième, j'espère que Koh-Lanta sera terminé et que le deuxième, il y aura d'autres personnes et aussi des habitués peut-être qui vont venir, en tout cas ceux qui ont fait la première édition. Ça permet de mettre des visages, des voix et enfin de se rencontrer et d'aller peut-être aussi un peu plus loin sur certains sujets. Mais on n'est pas obligé de parler que 3D et c'est aussi cool de savoir ce que font soit les invités, mais aussi tu vois ces étudiants ou ces pros à côté pour trouver aussi l'équilibre entre vie pro et vie perso et c'est aussi ce que j'essaye des fois d'aborder dans le podcast dans certains épisodes, à savoir comment tu fais quand tu as une vie de famille, comment tu fais quand tu as des charrettes, où est-ce que tu mets le curseur entre ta vie pro, ta vie perso, et c'est toutes ces questions-là pour lesquelles il n'y a pas une réponse, il y a des réponses, et c'est à chaque fois à chacun d'un peu de la composer, de trouver son propre équilibre comme un funambule. Tout à fait, puis en se nourrissant d'inspiration dans des podcasts comme le tien, c'est parfait, ça remplit vraiment bien son rôle. Tu imagines comment l'évolution dans 5 ans ou dans 10 ans de ton podcast ? C'est une très bonne question. J'aime beaucoup ce format-là, donc il y aura toujours, tu vois, je pense des épisodes d'1h30 comme ça en one-to-one. Je le vois pas augmenter en durée, parce que 3 heures, j'en ai fait un comme ça, mais ça reste... les gens écoutent pas jusqu'au bout. Et du coup, dans les 3 heures, il y a
plein de discussions qu'on a eues, mais plutôt à deuxième partie. Et limite, je trouve ça un peu dommage. Et elles sont un peu passées, je pense, sous silence. Donc, le format, il grandira pas dans la durée. Par contre, peut-être essayer de proposer une mosaïque un peu différente. Tu vois, là, aujourd'hui, il y a une personne et plein de questions. Peut-être poser la même question, mais à plein de personnes différentes. Pour, comme je te le disais, pour en réalité une problématique, il y a plein de solutions. Et du coup, au lieu de se taper 40 épisodes et d'avoir à chaque fois une petite bride, là, tu aurais comme une espèce de petite capsule où tu as 10 pros qui te répondent à, je sais pas, comment ils gèrent soit une question technique, mais aussi bien plus une question humaine sur du management ou autre, ou comment ils apprennent, ils continuent d'apprendre au bout de 15 ans d'expérience. Donc ça pourrait être un nouveau format. Et puis un autre format qui m'a été évoqué pendant le premier apéro de Gizmo par Samy, qui lui le voit un peu plus évoluer en format talk, où tu aurais plusieurs personnes à une table, mais de boulots différents. C'est pas, tu vois, 3 animateurs, mais il y aurait un animateur, un chargé de production et peut-être un réalisateur. Et par rapport à une problématique où en réalité, eux, ils sont pas d'accord, on va peut-être pouvoir exposer et poser en fait les pierres de cet édifice qu'ils pourront construire ensemble sur ce podcast et sur ce format. Où de nouveau, ça va être assez organique et je sais pas où la conversation va dériver, mais ce sera une autre manière de confronter des idées. Tu vois. Où aujourd'hui, je les laisse dérouler et ils se livrent. Là, il y aura peut-être un peu plus de confrontation à essayer de trouver peut-être des compromis ou exposer des points de vue divergents. Super intéressant. Effectivement, ça permet vraiment de nourrir. Puis là, maintenant que ça a un peu été ancré, ce podcast, ça va te permettre de proposer ça facilement, plus facilement, d'avoir accès à plus en plus de monde, puis d'utiliser cette communauté et peut-être d'utiliser peut-être le côté Tipeee ou peut-être te rémunérer sur certaines choses, te dire peut-être de laisser du temps par cette communauté grandissante, ou c'est pas du tout quelque chose que tu envisages dans l'avenir, dans le futur? Je sais pas encore. J'attends. En fait, c'est aussi pour ça que les apéros ils existent. Moi, je fais pas ce podcast pour moi, je le fais pour les gens qui font de la 3D et qui sont dans ce milieu, tu vois. Donc, c'est aussi en fonction des retours, et c'est pour ça que pendant tous les premiers épisodes, j'en demandais énormément. Le podcast, il ira où les gens ont envie de le voir aller, tu vois. Et si, en réalité, après, tout le monde est saoulé et a l'impression d'écouter le 40e épisode parce que c'est le 10e animateur, bah, peut-être que le format, il devrait un peu évoluer, tu vois. Mais je me le vois pas comme mon podcast, tu vois, je le vois comme un podcast communautaire où les retours sont importants et on le construit ensemble. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'est proposé pour m'aider sur le son, que je rencontre vendredi. Comme je te le disais, moi j'ai aucune connaissance sur le son et peut-être à ce niveau-là technique, je suis un peu en dessous et on pourrait peut-être faire un peu mieux. Bénévolement, elle va m'aider aussi sur cette partie-là, pour peut-être essayer de pousser le podcast plus loin, et je trouve ça trop beau, tu vois. Enfin, c'est là où l'aspect communautaire prend une autre dimension et un autre sens que juste l'aspect communauté qu'on entend tous. C'est aussi, tu vois, du partage et de l'entraide. Et si ça peut donner un peu une autre dimension au podcast et le rendre un peu plus quali, c'est génial. C'est super, non, c'est trop bien, des belles initiatives, bravo, c'est chouette. J'ai 2 dernières questions à te poser, toi t'en poses 3 à la fin, et il y en a une qui m'a inspiré, j'aime bien. Alors je ne sais pas si tu as la réponse, mais quelle personne faisant partie de l'univers du podcast francophone tu souhaiterais que j'interviewe, que j'ai la possibilité d'interviewer? Peut-être Alexis Michela, je ne sais pas si tu le connais. Non. Il a fait un podcast que j'écoutais beaucoup quand j'étais freelance, ça s'appelle Tribu Indé. Et lui aujourd'hui il le fait pas mal évoluer avec cette partie communauté. Alors il en sort plus beaucoup des épisodes, il en a beaucoup sorti la première année, ensuite ça s'est un peu calmé. Et il est très intéressant pour l'avoir rencontré en vrai. Il a plein de sujets sur lesquels il aime beaucoup débattre, il aime beaucoup réfléchir, et tu vois, lui limite il se pose 40 000 questions avant de faire les choses, j'ai l'impression, avant vraiment de se lancer, et il déconstruit beaucoup de choses. Donc ça pourra peut-être te donner une autre facette de moi qui y vais et qui me pose des questions après, et lui qui se pose des questions bien avant qui y va. Ah super, je note avec grand plaisir pour échanger avec lui. Et dernière question, as-tu une question à me poser à moi? Mais j'en avais plein, Julien. Ah, d'accord, t'avais toute une liste. Eh ben une. Est-ce que t'as peut-être une astuce, un hack quand les gens n'ont pas un très bon micro et qui veulent pour autant faire des podcasts? Tu vois, moi dans mon cas, je dois un peu faire avec le matos que les gens ont chez soi. Et c'est des fois le défaut de certains épisodes, c'est-à-dire tout le monde n'a pas forcément un bon micro, ou tu te rends compte que juste le micro, tu vois, quitte main libre de ton téléphone, il a quand même quelques faiblesses. Est-ce que tu as des astuces pour peut-être essayer d'améliorer un petit peu ce son avec un micro qui est un peu moyen? Comment tu ferais? Déjà, tu pourrais utiliser le téléphone portable de la personne et lui dire de s'enregistrer en parallèle, pas trop loin de sa bouche,
donc souvent sur une pile de bouquins haute, tu as quand même maintenant des téléphones de qualité assez dingue, meilleurs que celui de ton ordi ou autre. Après, l'idéal, c'est que ça passe quand même par un minimum d'investissement et je le dis et je le redis encore, chères auditrices, chers auditeurs, ça vaut vraiment le coup d'avoir de quoi bien écouter et de quoi bien parler et ça ne demande pas d'aller très haut dans les budgets. En dessous de 100 €, c'est très accessible. Il y en a même un que j'aime beaucoup et je suis en train de l'utiliser pour un podcast que je réalise pour des personnes qui sont parties faire un tour du monde en bateau, donc pas grand matos pour eux. Et ben, ils ont un petit zoom H1N qui est très bien pour faire les prises de son en ambiance, en stéréo. Et ils ont rajouté un petit micro-cravate que je leur ai conseillé de chez Rode. Et celui-ci, il est nickel. Tu le tiens soit à côté de ta bouche, soit tu peux le mettre là. Et déjà, tu améliores grandement le niveau sonore pour une 60aine d'euros. Donc, s'ils peuvent acheter, mettre un peu d'argent, ça sera dans tous les cas réutilisé. On fait de la visio dans tous les sens. Donc, je leur dirais vraiment, allez-y. Et puis après, tu peux passer des micros USB de chez Rode qui sont pas mal. Et derrière, carte son si tu veux et compagnie. Mais là, tu vas plus haut. Mais sinon, si vraiment ils ont rien, leur téléphone portable qui t'oreillette ou téléphone portable qui enregistre pas loin de la bouche la conversation. Et tu arrives quand même à avoir un son de bonne qualité qu'il faut derrière retravailler avec évidemment quelques compétences techniques pour encore mieux le développer. Mais ça se fait tout à fait, quoi. Ok, bah, ça répond plutôt bien à la question. Au pire, je leur dirais, c'est ça. Branche le téléphone, mets le téléphone à côté, double captation. Et je t'invite à faire un petit test avant qu'il t'envoie genre un petit 30 secondes, une petite présentation d'1 minute max, juste pour que tu entendes l'environnement de la pièce, que Zoom va couper un peu tous les bruits de fond ou autres. Et des fois, tu peux te retrouver, ce qui m'est arrivé, avec une belle surprise de « Oh bordel, il avait un gros ventilo, un gros son de clim à côté de lui. » Bien entendu, je ne l'ai pas entendu dans Zoom, mais lui, il l'a enregistré. Bien entendu, on peut aussi nettoyer ces sons-là avec des plugins gratos mais les mieux, c'est les plus chers. Mais ouais, donc des petits tests, vérifier que tout marche, bien entendu, avant de se lancer dans ces longs entretiens. Mais là, déjà, en fait, tu vois, les personnes que tu interviews, soit ont des casques déjà pour jouer, donc ça, c'est cool, les micros qui marchent très bien, ou commencent à investir. Et puis, mais oui, on est encore, moi aussi, c'est le premier truc, j'ai envie qu'on ait une qualité au moins comme la tienne, du Blue Yeti, ou une qualité de micro plus élevée, parce qu'on y gagne, nous, en échange, et on kiffe quand vous écoutez ça, vous kiffez. La voix de Fab, elle rendrait pas du tout la même, si l'épisode numéro 3, si vous étiez avec un Fab qui a une grosse reverb de pièces, et puis sa voix enregistrée par son ordinateur, quoi. Eh bien, écoute, Sandrine, c'est la fin. C'est le clap de fin. C'est le clap de fin de notre épisode. Je suis très content de l'avoir enregistré avec toi, d'avoir fait ce direct, c'était chouette. Et puis de parler podcast, et j'ai envie de continuer à avoir des personnes créatrices et créateurs de podcasts, parce que c'est un sacré média. Et puis on y prend vraiment beaucoup de plaisir, et puis c'est un très bon moyen de se développer nous personnellement, et de s'enrichir, puis de rencontrer tellement de gens. Donc vraiment génial. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure ? C'est horrible. C'est comme la question que je pose à la fin, parce que j'aime clairement pas conclure et que je me suis dit, mais en fait, pourquoi le faire si l'invité peut le faire ? Écoute, un mot de la fin, branchez vos écouteurs et kiffez. Il y a tellement de formats de podcasts qui existent qu'il faut juste trouver chaussure à son pied. Et en l'occurrence, on a beaucoup parlé des talks et des conversations où il y a au moins 2 personnes, mais un qui est totalement différent, et à mon avis que tu connais, c'est Transfert, où tu vois là, ils te racontent des histoires et qui sont des passionnantes et pour autant à chaque fois véridiques pendant 30 minutes, c'est peut-être un peu plus court. Et pareil, c'est encore un énorme kiff. Faut juste un peu explorer et essayer de trouver en fait des émissions qui nous plaisent. Et c'est tellement riche que il faut y aller à la machette et aller couper du bambou, mais il peut y avoir des belles découvertes. C'est clair, il peut y avoir des très belles découvertes. Et puis, il y aura autant de podcasts que de personnes qui existent sur cette terre, donc lancez-vous vraiment, allez-y, si c'est un truc que vous avez en vous, si vous avez cette émotion mélangée de peur et d'excitation, suivez l'excitation, parce que c'est vraiment ça, la peur, elle va dégager assez rapidement, et vous allez tellement adorer faire ça. Vous l'avez entendu dans la voix de Sandrine, moi vous l'entendez dans ma voix au micro de l'hebdo, et des personnes avec lesquelles j'échange, et franchement c'est un bonheur sans fin, donc allez-y. Écoutez vraiment que votre enfant intérieur, mais celui qui joue, qui rigole, pas celui qui a peur là. Celui-ci, vous le prenez dans les bras, vous le rassurez, il va se calmer, tout ira bien, il n'y a aucun problème. Il a connu des choses un peu tristes, donc c'est pour ça il a envie de vous prévenir. Ne faites pas attention, prenez soin de lui, mais allez-y, allez-y, allez-y. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Peut-être que là, j'ai redescendu l'émotion avec la musique, parce que tout à l'heure, à la pause musicale, c'était en ambiance. Là, je vais vraiment vous envoyer vous endormir, peut-être. C'est un album magnifique de Sam Shepard qui s'appelle Floating Points. Je ne sais pas si vous connaissez.
Et j'aime bien parce que lui, il est chercheur en neurosciences et puis il fait à côté de la musique électronique. Et j'aime bien aussi, toi tu vas faire de la voix, tu fais aussi de la 3D, des choses très techniques, puis tu vas faire un podcast où tu rencontres de l'humain. J'aime bien ces mélanges-là, cette espèce de yin et yang qui se complètent et qui fonctionnent bien. Et il a fait un album vraiment magnifique avec Farwa Sanders et le London Symphony Orchestra. Et c'est un album en une seule piste, donc là vous entendez que le mouvement 1 qui va se terminer, mais il y a tout un album qui suit, donc je vous invite à aller l'écouter. Il s'appelle Promises, qui veut dire promesse, et j'espère que vous allez faire des beaux rêves et puis des belles promesses de réalisation de podcast. À très bientôt, ciao. Les ateliers Juno. Découvrez votre voix.